Mes très chers, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tu n'as jamais compris ce qu'était l'amour. On se retrouve dans une vidéo psycho-émotionnelle une fois par mois pour parler des 5 langages de l'amour. Avant d'entrer dans le sujet, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez me laisser des commentaires, poser des questions, échanger entre vous dans les commentaires, ou alors me retrouver sur Instagram si jamais vous voulez qu'on discute en privé. Quoi qu'il arrive, normalement, la semaine prochaine, nous avons un live un petit peu spécial, peut-être que quelqu'un va nous rejoindre. David, associé à quelqu'un d'autre, et oui mes chers, c'est possible, ça arrive, je suis un humain sociable. Je vous laisse la surprise de le découvrir la semaine prochaine ou en replay, et engageons-nous tout de suite dans les méandres d'un langage que tu ne connais pas, celui de l'amour. Alors déjà, en guise d'introduction, moi j'aimerais bien te parler un petit peu de Gary Chapman. Gary Chapman qui est un auteur un peu spirituel, un peu new age, américain, qui a écrit notamment beaucoup de choses sur l'intelligence émotionnelle. Tu sais que c'est mon boulot au quotidien. Je travaille avec les gens sur leur psycho-émotionnel, donc c'est une grande source d'inspiration. Et en l'occurrence, il a parlé il y a quelques années, en 92, une belle année même pour les nouveau-nés, de sa théorie sur les 5 langages de l'amour. L'idée, elle est extrêmement simple, en fait, c'est de définir une langue. Vraiment, quand on dit langage, c'est dans le même sens que français, chinois, arabe, norvégien, finlandais ou finnois, on sait jamais, mais c'est pas grave, on comprend. C'est vraiment la communication qui ne passe pas forcément par les mots. Typiquement, un français et un chinois qui ne parlent pas la même langue, ils vont se regarder dans le blanc des yeux et on va vite tourner en rond. Et ben en amour, c'est exactement pareil. Si on n'a pas les mêmes langages et qu'on ne se comprend pas, et ben on va vite tourner en rond. Et quand je dis tourner en rond, tu peux tout de suite, vas-y, pense au schéma répétitif que tu connais depuis 20 ans, vas-y, oui, c'est bien ça, oui. Là, c'est exactement pareil, mais avec le cœur. Le but de cette vidéo est donc à la fois de vous éveiller un petit peu à ces concepts, de vous interroger un petit peu, vous faire vous regarder, comprendre quels sont vos langages, et aussi vous mettre en tête que vous pouvez apprendre les autres langages. Parce que maîtriser les 5, c'est comme maîtriser toutes les langues, ça permet de communiquer avec tout le monde. Résultat à la fin, ça permet peut-être d'aimer par choix et pas par réflexe. Normalement, on en a tous 2, voire 3 qui sont majeurs. Les autres, il suffit de s'y intéresser et de les comprendre. Pour les apprendre, justement, je le dis tout de suite, comme ça, vous êtes au courant, ce n'est pas mental. C'est par le ressenti, c'est par la valorisation de ce que peut ressentir l'autre, et en essayant de ressentir la même chose, on se rend compte qu'il y a des plaisirs qu'on mettait peut-être de côté ou autre. Ces langages-là sont des canaux de l'amour, sont des voies de transmission, et pas seulement un « je t'aime », parce que dire « je t'aime » c'est bien, mais il y a tellement plus profond, et plus sensible, et plus raccord qu'un simple « je t'aime » qui est possible. Alors oui, je te vois venir, hein, ça compte, c'est important, oui, il faut qu'ils me disent « je t'aime » parce que sinon j'ai l'impression de pas exister. On sait, Marie-Chantal, calme ton rejet. Je vais commencer dès le début à vous taquiner un petit peu. Messieurs, c'est pas parce que vous le dites pas que ça vous protège, hein. Et mesdames, c'est pas parce que vous le répétez que ça vous rassure. Je glisse ça, c'est pour moi. Avec plaisir. Alors du coup, entrons, cash, pistache, dans ces 5 langages de l'amour. Premièrement, nous avons les paroles valorisantes. Ce vont être des encouragements, du soutien, des émotions, des compliments, de la valorisation, tout ce qui passe par la parole et qui signifie à l'autre « voilà ce que tu es pour moi ». Ensuite, on va avoir les moments de qualité. Ça inclut évidemment le temps qu'on partage, mais aussi l'ouverture qu'on a avec l'autre. Il y a de la confiance qui est inclus, il y a une ouverture du cœur qui est inclus, il y a tout le relâchement attendu quand on est dans une situation typiquement familiale ou affective avec ce... Voilà, tout va bien, on profite, on est tous les deux, c'est notre petite bulle. Voilà le mot, petite bulle. En 3, on va avoir les cadeaux. Alors ça peut être quelque chose de fabriqué avec les doigts, hein, absolument, mais ça peut aussi être, j'ai pris le temps d'y réfléchir, j'ai pris le temps de faire une petite note par exemple pour mon amoureuse, clac, au fil de l'année, j'écris tout ce que je sais pourrait te plaire.
hop, comme ça le jour où j'ai un cadeau à faire, je partage plus profond, plus intense, qui te va. En 4, on va avoir les services rendus. Je le dis tout de suite, spoiler, attention, ce n'est pas des services sous la contrainte, c'est pas aide-moi ou, c'est pas des ultimatums, c'est vraiment est-ce que t'as besoin d'un coup de main? Oh, j'ai pensé à toi la dernière fois, je me dis, pour ton problème, ça pourrait être une bonne idée. De me sentir à tes côtés par ma présence et de te soulever, de t'élever ensemble grâce à mes idées. Je te soutiens. Et enfin, en 5e, on va avoir évidemment le contact physique. Vous avez tous pensé à ces énormes chibres et à ces belles verges bien juteuses et bien ratées. Il n'y a pas que ça. Alors, je le glisse quand même. Oui, ça compte, hein. La sexualité, c'est pas quelque chose à bannir. Tous les you-you spirituels de ne me salis pas, ne me salis pas. Arrête. Tu prends ton pied comme tout le monde, ça fait du bien. Oui, la sexualité est incluse. Maintenant, la sexualité, elle peut être saine, hors dépendance. Et en ça, justement, le contact physique englobe aussi se tenir la main, les gratouilles dans les cheveux, ma main sur ta nuque quand tu conduis, les lobes d'oreilles, les croisements de petits doigts. Voyez ces attentions très significatives qui ne coûtent rien, même pas en temps ni en énergie, mais ce contact signifie tout. La pulpe. Alors vous allez peut-être penser que certains actes peuvent regrouper plusieurs langages. Oui. Et alors, c'est pas grave. Si vous fabriquez un petit objet de vos propres mains depuis 6 mois, genre du tricot ou un truc comme ça, et que vous l'offrez, bah il y a du temps qui est investi, il y a un cadeau, c'est un bonnet, donc ça va rendre service. Dessus, vous avez marqué « t'es le meilleur », donc il y a des paroles valorisantes. On s'en fout. La question c'est, qu'est-ce qui est important dans le geste, dans la parole, que vous partagez avec l'autre pour l'amour, au nom de l'amour, avec amour. Ces cadeaux-là, j'ai voulu essayer de trouver une sorte de correspondance avec les chakras, parce que je me dis, selon vos langages de l'amour, comment vous le travaillez, là où il pourrait y avoir des blocages et autres, on va en parler après, ça pourrait signifier justement sur le plan énergétique des points clés à déverrouiller ou encourager, à guérir ou à soulever. Donc je vous partage juste là un petit schéma sur lequel j'ai mis les idées que j'ai eues en relation, chakra, langage de l'amour. En 2 mots, et je lis mes notes, le physique renverrait aux racines par rapport au concret, la matière du corps. Les cadeaux renverraient au sacré, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est chargé de bonnes intentions. Les services renverraient au solaire, l'image de moi et donc l'image de toi, dans cet encouragement. Le cœur, c'est l'expression pure d'amour, je le mets à l'écart. La parole, évidemment, correspond au chakra-gorge. Et les moments de qualité sont plutôt 3e œil, parce que dans ces moments-là, on savoure sans réfléchir, il y a justement cette relaxation des anticipations. Vous allez me dire, il manque le couronne. Absolument. Et là-dessus, j'aurais envie de proposer, c'est modeste, ça n'est que moi, on se détend, mais j'aurais envie de proposer un 6e langage que je vais pas approfondir dans la vidéo, mais si ça vous parle, eh bien pourquoi pas en débattre en live justement ou en commentaire. Le couronne, qui parle de spiritualité, d'individualité au-delà du moi et plus dans le soi, j'aurais envie de le rapprocher, voyez, de cette idée de fusion avec la complicité. Cette complicité qu'on n'a pas avec tout le monde, où ça peut être une connexion de pensée, une connexion de cœur, une blague où on rigole en même temps alors qu'elle est même pas terminée, je sais ce que tu veux manger. Voyez ce truc de on se connaît si bien qu'on forme un. Du coup, nous avons au niveau yang du physique, des services, des cadeaux, et au niveau yin, on va avoir des paroles, des moments et de la complicité. Bon. Là, a priori, tout est clair, c'est assez simple, c'est la vidéo qu'on trouve partout sur YouTube, qui pullule comme jaja, vous tapez 5 langages de l'amour, vous avez tout ce que je viens d'expliquer, ça nous a pris 8-10 minutes, là, allez, hop, on enchaîne, ici c'est Dark Inside, donc on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre, t'es là pour ça bébé. Au niveau des blessures, oh bah tiens, est-ce qu'on allait en parler? Bah oui, chaîne psycho-émotionnelle. Au niveau des blessures, entre les associations de gestes, d'actes, les chakras et les polarités, j'ai essayé de résumer un petit peu les 5 blessures avec des combos de langage de l'amour.
Évidemment, je le dis, parenthèse, esprit critique, d'accord? C'est une suggestion que je vous fais, donc vous cogitez, si ça vous parle pas, venez pas me dire « Ah, tu racontes n'importe quoi », ce sont des hypothèses. Si chez toi ça marche pas, c'est pas grave, au moins t'as trouvé ce qui marchait chez toi. Tant mieux, c'est le but de la vidéo. Du coup, dans l'abandon, messieurs, les yang, on va avoir du physique et des cadeaux. Mesdames, yin, dans le rejet, il va y avoir la parole et la complicité. Pour l'humiliation, service et cadeaux. Pour la trahison, service et moment. Et pour l'injustice, moment et parole. Je vous le dis, j'ai pris des jours et des jours de réflexion avec des recherches sur internet et des théories pour essayer de trouver ce qui colle le mieux. C'est de mon expérience comme ça que je l'analyse. Encore une fois, ça peut bouger et c'est à votre propre esprit critique. Ok, maintenant que toutes ces clés, tous ces langages sont bien compris, bien intégrés, attachés au chakra, à l'énergétique, à l'identité de soi et aux blessures, eh ben on va aller un petit peu creuser dans qu'est-ce qui peut manquer, comment les optimiser, quels exercices faire en fin de vidéo, bref, dépasser la théorie pour essayer de rentrer dans le concret, du concrètement de ces vidéos. Déjà, les langages de l'amour, au-delà d'être la manière dont on exploite son émotion et qu'on verbalise, communique, prouve les sentiments que l'on a pour quelqu'un, ça peut aussi être une arme. Une arme, comme une épée, qui fait hyper mal et qui tranche la tête. Et quand il y en a 3, ça finit en 3 d'épée, et résultat, eh ben t'es dans une souffrance de solitude. Les langages de l'amour peuvent être des armes. Comment? En retirant ça. Dans la relation, à un moment donné, il y a forcément des discordes, il y a forcément des désaccords, il y a forcément quelqu'un qui cherche à prendre l'ascendant sur l'autre ou alors à se réduire par rapport à l'autre. Ça dépend, abandon, rejet, vos autres blessures, votre comportement, votre éducation. Résultat, les langages de l'amour qu'on va avoir, eh bien, sont utilisés dans les deux sens pour donner et pour enlever. On utilise une forme d'oppression sur l'autre par carence. Sans mes petits mots d'amour ou sans mes petits câlins le soir, je cherche à te culpabiliser, à te montrer que je suis pas bien, à t'exprimer tout mon désarroi, et tu devrais faire ça, et t'as pas compris parce que tu m'écoutes pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus l'engueulade monte, plus le couple avance, plus ces carences, ces langages que l'on retire, explosent, implosent, et vous opposent. Parce qu'au final, comme je vous le disais tout à l'heure, on a chacun nos langages de prédilection. Donc si vous avez la parole et pas l'autre, en retirant la parole, l'autre ne comprend juste pas. Tiens, t'es bizarre. Mais parce que cette personne ne reçoit pas l'amour par la parole, donc vous ne lui retirez pas d'amour. Vous vous blâmez, vous, en retirant l'amour, parce qu'il n'y a qu'à vous que ça manque. La parole est votre langage, tant dans l'émission que dans la retenue. L'autre a ses langages et fonctionne pareil. En retirant, vous imaginez faire du mal à l'autre, faire pression sur l'autre. En réalité, il n'y a que vous mettez en burn-out. Je le résumerai très simplement en disant, quand vous retirez vos marques, vos actes d'affection, langage de l'amour, vous cherchez plutôt inconsciemment à vous sacrifier pour devenir une victime qui est vue et entendue. Plutôt que chercher à faire du mal à l'autre, c'est vous que vous scarifiez dans l'espoir que l'autre vous sauve. Résultat, ces 5 langages de l'amour ont une correspondance parfaite avec 5 éléments, une pour chaque, des attitudes que vous avez peut-être et qui vous aideraient à identifier votre vrai langage de l'amour. Avec tout ça, vous comprenez qu'il y a des expressions dans la langue française que je déteste et que je trouve complètement idiotes. Typiquement, en amour, les gestes ont plus de valeur que les paroles. Bah non. Non. Ça dépend juste de qui a quoi comme langage de l'amour. Si moi, mon langage, ce sont les moments et les paroles, quand je vais venir faire un câlin et te dire que je t'aime, pour moi, ça signifie tout. Mais il y a des gens, ça va être glisser un pot de houmous discrètement dans le frigo, ou te passer un coup de fil pour te proposer une idée sur ton projet, parce que, ça m'a pop dans la tête, ou t'envoyer un petit texto avec 2 smiley cœurs. Il n'y a pas que les actes qui comptent, il n'y a pas que les paroles qui comptent, il y a beaucoup plus avec des moments, des services et des contacts physiques. Merci d'englober les 5, s'il vous plaît.
Avec ce genre d'idée débile, on se retrouve avec des femmes qui réclament des actes en étant hyper culpabilisantes, et avec des hommes qui réclament des paroles valorisantes en fuyant. Merci. Avec cette idée des carences que je viens de vous exprimer, vous allez pouvoir déduire, d'après certains phénomènes, certaines réactions, certains systèmes de couple ou paroles qu'on a entendus, qu'il y a des choses qui sont très toxiques sans même qu'on s'en rende compte. Par exemple, les compromis. Vous savez que moi je déteste les compromis, j'en ai déjà parlé 20 fois. Pour moi, les compromis, c'est faire des promesses entre cons. LOL. Pourquoi ? Parce que quand on fait un compromis, ce n'est pas de l'échange, c'est pas du partage, ce n'est pas de la verbalisation. Je ne cherche pas à apprendre ton langage et à te donner les clés pour apprendre le mien. C'est juste, tu veux ça, moi je veux ça, on trouve un juste milieu. Résultat, je te demande de te demi-sacrifier, j'accepte de me demi-sacrifier, et à long terme, je vous laisse imaginer les dégâts. Ça crée une cocotte minute où des petits sacrifices amènent à un gros ego, un besoin de se défendre et une tendance à la domination-soumission qui est over toxique et renforce toutes les blessures justement. Je vous conseille plutôt de vous conscientiser, bien connaître vos langages de l'amour, votre mise en valeur dans l'émotion, le sentiment, évidemment tout le travail sur soi, mais suffisamment bien se connaître pour que l'autre en face puisse avoir les clés de votre labyrinthe. Au lieu de se perdre et de ne pas vous comprendre, lui dire « va à droite, à gauche, à droite, à gauche ». Ça se traduit comment ? Moi, les moments de qualité, quand on est seuls tous les deux, on est juste blottis l'un contre l'autre avec un bon film, eh bien ça me réjouit, ça me met en sécurité, ça me rappelle à quel point je t'aime, tant par les paroles, que par les gestes, que par l'attention qu'on se porte mutuellement. C'est ça mes clés de mon langage de l'amour. Donc quand tu viens de faire une petite tape sur l'épaule, j'en ai rien à péter. Par contre, si pour toi le physique compte, je t'écoute. Voilà comment est-ce qu'on peut construire sans faire des promesses entre cons. Avant de passer à l'étape suivante, je vous donne là juste un petit point d'alerte. Ah dis donc, je peux même recommencer. Dès que je dis point d'alerte, alerte, c'est chiant. Sur les langages qui vont être utilisés en excès. Si vous verbalisez trop ou attendez trop de paroles, vous baisez trop en attendant beaucoup d'intimité, vous donnez trop, vous sacrifiez trop, vous y en trop, ça vient compenser une blessure. Ce n'est pas un langage de l'amour, c'est plutôt une répétition, une accentuation d'un excès de besoin de sécurité. Viens me rassurer en m'apportant tout ce qui me manque. Il y a donc des carences, et c'est ça qui a travaillé. Un langage de l'amour, c'est très simple, c'est calme, c'est doux, c'est souple. Si jamais ça devient obsessionnel, on va avoir une tendance à la dépendance, qu'elle soit sexuelle, sociale, affective ou avec substance. Méfiez-vous quand même, dans la notion d'amour, à pas entrer dans de la compensation. Ça m'amène du coup à parler de la notion d'amour, de l'amour pur. Qu'est-ce que c'est l'amour ? L'amour avec un grand A. Souvent, et mes patients le savent en général, coucou tout le monde, je fais une différenciation entre amour avec un grand A et amour avec un petit a. L'amour avec un grand A est sincère. L'amour avec un petit a, c'est une compensation. C'est ce qui rassure, mais qui ne guérit pas, qui ne remplit pas, qui ne nourrit pas, qui ne fait rien, hormis garder la tête hors de l'eau, en oubliant qu'on a des problèmes. Je ne vous refais pas toute la théorie de l'attachement de Harlow en 1958, puisque j'en ai parlé dans la vidéo Trauma, et je vous invite à regarder ce petit extrait, je crois que j'en ai parlé peut-être 3 minutes, mais qui explique très bien pourquoi l'enfant a comme priorité avant dormir et avoir un toit, il a besoin d'être aimé, avec de l'affection, qui sécurise, câline, valorise. Dès qu'on est dans l'absence de ça, ça génère des carences, parce que c'est un besoin primordial. Résultat, en grandissant, on peut se retrouver avec un manque affectif, une carence affective, qu'on va chercher à combler par les autres, par l'extérieur, par des substances, par des comportements, par des masques, de l'ego, le triangle de Karpman, etc., etc. Pour ça, ça demande un travail individuel de psycho-émotionnel, et je suis là si vous avez besoin. Mon site internet est en première ligne de la barre de description, je vous laisse m'envoyer un mail.
Là, en l'occurrence, je veux juste pointer du doigt et rappeler à quel point il est primordial de regarder ce qu'on a vécu dans l'enfance d'un point de vue factuel, pas d'un point de vue biaisé ou interprété. C'est pas parce qu'on croit que notre père était absent ou que notre mère était étouffante que dans les faits, c'était le cas. Et c'est là où il y a besoin d'être accompagné, parce que le cerveau crée des biais, créer des parallèles pour confirmer une émotion qui parfois se déconstruit justement en regardant un peu mieux la réalité. Pour bien imaginer comment est-ce que tout ça se passe dans le cercle familial, dans l'éducation et dans l'identité, la structure, les fonctionnements à l'âge adulte, je vais vous donner une petite métaphore qui est hyper simple. C'est la métaphore du théâtre familial qui est très connue, je sais pas de qui ça vient mais c'est très connu, où il est dit que vos parents portent des masques que portaient vos grands-parents, que portaient vos arrière-grands-parents, etc. Par absence de travail sur soi, par carence affective répétée, par reproduction de schémas et donc de symptômes carencés, de blessures intérieures, on en arrive, nous, aujourd'hui, en 2000 et des brouettes, avec tout un tas de transgénérationnels ou de comportements d'amour, dépendance, on sait pas, mais en tout cas ça fait pas du bien, hérités de nos parents. Je vous invite à essayer de visualiser tout ça comme un théâtre. Ils jouent la comédie. Ils ne veulent pas sortir de leur Roméo et Juliette avec suicide à la fin. Ils ne le savent pas parce qu'ils sont qu'à l'acte 2. Vous, en tant que spectatrice, vous pouvez faire le choix de sortir du théâtre. Okay. Vous pouvez faire le choix de voir autrement, de demander à tel personnage de l'acte 1, scène 3, de jouer différemment, de dire autre chose. Changer ce théâtre familial, c'est se rendre compte des mécaniques émotionnelles affectives qu'on a reçues pendant notre enfance et qu'on a reproduit ensuite. Il vaut mieux couper le cycle plutôt que compenser ou confirmer dans une prison à double embout. Vous pourrez comprendre du coup que le père absent que j'ai mentionné tout à l'heure par exemple sorti du cul d'un cheval, que ce père-là, qui n'était pas là, en fait, il manquait peut-être d'expression. Il était plus dominé par la peur de pas être aimé, pas être à la hauteur, pas être accepté, ne pas être convenable, ne pas représenter un bon père, ne pas être comme son propre père. C'est plus ces appréhensions-là qui ont dominé son éducation et ce qu'il vous a transmis, plutôt qu'un manque d'amour. Et c'est là où l'interprétation est importante à revoir, à percevoir différemment pour remettre en scène dans le théâtre chaque individu et soit prendre suffisamment de hauteur, de distance pour discerner les masques que chacun ont récupérés des protagonistes précédents. Attention du coup à ne pas confondre l'amour illusoire des interprétations et l'amour plus profond du bien-être. Moi j'aime bien habituellement différencier tout ça avec les relations de carence, où on se comble mutuellement, et les relations de partage, où c'est parce qu'on est compléteux que l'on peut partager avec l'autre notre bien-être. Sur cette base de carence et compensation, tout un tas de symptômes, et on va en parler parce que je suis sûr que vous m'attendez au tournant là-dessus, tout un tas de symptômes pseudo-amoureux, pseudo-affectifs, d'illusions de couple et autres, on va en aborder 3, pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est joué au moment où il y a eu du love bombing, où vous avez été ghosté, ou alors quand il y a eu de l'infidélité. Coucou. Premièrement, le love bombing, qu'est-ce que c'est ? En début de relation, sur les 3 premiers mois, mais ça peut être 2 semaines pour les plus impatients, on va couvrir l'autre de cadeaux, de compliments, on est tout le temps ensemble, on s'appelle 8 fois par jour, et je t'aime, et t'es là, et t'es la femme de ma vie, t'es l'homme dont j'ai toujours rêvé, et tiens j'ai pensé à toi, tiens viens là, et j'ai un petit week-end, et trop. Quelqu'un qui est en carence affective va se dire c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Quelqu'un qui est sain va se dire pop. Il y a un comportement carencé. Il y a quelqu'un qui, là, cherche à recevoir tout ce qu'il ou elle offre. Parce qu'en réalité, cette personne qui vous couvre de tout ce dont vous rêvez, c'est quelqu'un qui attend en retour que vous la combliez de tout ce dont elle rêve. La personne donne, non pas pour ce que vous êtes, parce qu'à ses yeux, vous n'êtes pas grand-chose, encore, vous ne vous connaissez pas, c'est le début de relation, c'est normal. Par contre, elle vous prouve et vous montre tout ce dont elle a besoin. Moi, je vous invite
à poser des limites, ne pas fuir parce que c'est pas forcément quelqu'un qui est mauvais, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et surtout qui a besoin de travailler sur soi. Donc bien poser les limites pour établir une relation saine, prendre du temps sur plusieurs semaines, plusieurs mois, avant de partager un petit peu plus, d'avoir des conversations profondes et surtout de remettre en question pourquoi la personne donne autant. Si c'est trop, vous avez le droit de dire c'est trop pour moi. Donc là, non, cette sortie, je ne viendrai pas, je n'en ai pas envie. Tu m'intéresses, mais c'est trop. Vous avez le droit de poser des limites. Si la personne se vexe, ciao. Ça veut bien dire que le problème est plus grave que ce que vous pouvez faire. Le deuxième comportement, qu'on connaît tous évidemment, on l'a tous vécu, c'est le ghosting, la personne qui disparaît du jour au lendemain. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi il ou elle a fait ça, et blabla et blabla. On se remet en question, on refait des scénarios pour trouver la raison, l'explication, et surtout l'acte, le geste, la parole qui permettrait de ramener la personne. Erreur. Erreur énorme. Quelqu'un qui ghost, qui fuit, c'est quelqu'un qui a beaucoup trop honte, qui a une blessure d'humiliation très profonde, pour venir exprimer. C'est pas un manque de respect envers vous, c'est un manque de respect envers soi. Parce que la personne a une vision, une valeur, une confiance, une estime tellement faible d'elle-même, qu'en gros, pour résumer, inconsciemment, elle se dit, si je partage ma vulnérabilité, si j'exprime ce que je suis de manière réelle, l'autre va voir que je suis une merde. Et va donc en rajouter une couche parce que personne n'aime les merdes. Résultat, il vaut mieux que je disparaisse pour limiter les dégâts avant que ça devienne trop grave et que je sois révélé sans mes masques. On va retrouver ce genre de comportement-là typiquement avec le fait d'enchaîner des plans cul à tire-larigot. C'est exactement la même raison. Ne pas partager son intimité, parce que la personne a une vision d'elle-même très réduite et une peur panique que son intimité, ce qu'elle aimerait partager, soit au final dévalorisé et dévalué. C'est une croyance individuelle. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, damoiseaux, si c'est votre cas, il n'y a que vous et uniquement vous qui pouvez le gérer. Voyez un thérapeute s'il y a besoin, mais personne ne vous sauvera malgré les illusions d'un love bombing ou du ghosting. Qu'est-ce qu'il y a à faire quand ça arrive ? Laissez partir l'autre. Laissez la personne accumuler les expériences. De manière un peu brutale, je dirais que cette personne n'a peut-être juste pas assez morflé dans la vie pour se rendre compte qu'elle était elle-même son propre problème. Non pas qu'elle ait un problème, non pas qu'elle est une merde, non pas qu'elle est inférieure, mais qu'elle croit qu'elle l'est. Et le problème, il vient de là, de la croyance, pas de l'état. Quand on est beaucoup plus aligné, et justement qu'on se respecte, on ne veut pas manquer de respect aux autres. Donc on va aller avouer une forme de culpabilité, que ça plaise ou non, c'est un fait. J'ai fait de la merde et je t'en parle pour que ça avance. Si l'alignement est sain, il n'y a pas de problème à se présenter avec intimité. Et enfin, le troisième comportement qui malheureusement est très courant, c'est l'infidélité. Tu es ma chatte. Quand on va coucher en dehors du contrat marital, affectueux, de couple, quelle que soit la relation que vous avez. Bref, quand on a posé des termes de monogamie et d'exclusivité, le fait d'aller voir ailleurs, eh bien typiquement, ça coince, c'est pas bien, ouin. La personne n'est pas une merde, la personne est dans justement une dépendance, c'est une drogue à l'affection. Alors l'affection, je vous rappelle qu'on est dans une vidéo 5 langages de l'amour, hein. Donc l'affection se traduit par certains types de langages. En l'occurrence, les personnes qui font ça ont le physique, c'est sûr, peut-être les moments, peut-être les cadeaux, selon la relation avec les amanteux que ces personnes entretiennent. Quoi qu'il arrive, c'est une personne droguée à l'affection qui ne trouve plus son compte dans votre couple. Attention, warning. Ce n'est pas que vous donnez pas assez, que vous ne donnez pas, que vous ne donnez pas bien, ou X ou Y. C'est juste que la personne a une dépendance. Et le principe même d'une dépendance, c'est de toujours aller dans le plus. Je prends au début une clope, 10 ans plus tard, je fume 2 paquets par jour. Coucou. Au début, c'est un plan cul de temps en temps, je finis à enchaîner sur les applis de rencontre, les sites où je me fous à poil, Twitter et compagnie. Coucou. C'est une dépendance sexuelle. En tout cas, une dépendance au fait d'être désiré ou d'être valorisé par des paroles. Typiquement, t'es beau, t'es belle, t'es incroyable, t'es musclé, t'es X, t'es ceci. C'est une dépendance. Et par conséquent,
vous qui avez été trompé, vous n'êtes pas responsable. Vous ne pouvez à nouveau rien faire pour cette personne. L'infidélité, c'est un choix qui n'est pas forcément conscient, mais c'est un choix. Il y a des gens qui fuient dans l'alcool, d'autres qui fuient dans la spiritualité, d'autres qui fuient en voyage, ou d'autres qui fuient avec un silence radio. Certaines décident d'aller baiser en dehors du couple. C'est un choix. À elle d'être responsable de son choix. Et quoi que vous disiez, vous ne pouvez pas guérir l'autre, parce que c'est à l'autre de se guérir. Résultat, que ce soit par infidélité ou enchaînement de plans cul, le sacrifice est exactement le même. Quand on est célibataire, c'est pas mal vu. Quand on est en couple, ça l'est. Alors qu'au final, quand on se regarde soi, à travers la trahison et le sacrifice, dans les deux cas, le prix est le même. De même pour tout ce qui est silence, omission et mensonge. À votre avis, pourquoi rien n'est évoqué, rien n'est dit, tout est caché? Parce que dire, c'est faire exister. Toi, quand tu veux oublier ton ex, tu vas décider à un moment donné de ne plus en parler avec les copines, les copains, au boulot, sur les réseaux, au X ou Y. Tu vas décider que ça n'existe plus, tu passes à autre chose. Comment? En ne le mentionnant plus. D'un point de vue très profond, avec de l'humiliation, le fait d'avouer, c'est crédibiliser. Il y a du déni, évidemment, c'est mettre sous le tapis pour fuir, on s'oublie dans une croyance, mais les faits sont là. Personne qui vivent avec ce type de comportement, je vous invite à réfléchir sur tout ce qui est culpabilité, responsabilité. Faire les choses mal, c'est pas grave, dès lors que ce sont des expériences qui se transforment. Et pour ça, il faut devenir responsable de son comportement, de son fonctionnement. Qu'est-ce que je ressens derrière le besoin et la dépendance? En me recentrant, en me regardant, en me responsabilisant, je peux changer. Parce que c'est pas en répétant les mêmes comportements qu'un jour les choses évolueront. Allez, passons aux petits exercices. Je vais vous donner plus des interrogations, plus des observations que des exercices concrets. Vous comprenez pourquoi? C'est un lien à créer pour se comprendre et partager avec les autres. Donc, dans un premier temps, je vous suggère d'identifier vos langages de l'amour avec trois questions qui sont très simples. La première est: qu'est-ce que l'autre fait ou ne fait pas qui me blesse le plus? Qu'est-ce que l'autre m'apporte ou ne m'apporte pas qui me blesse? Avec les 5 langages et leurs carences respectives, vous devriez pouvoir identifier un petit peu votre manière d'aimer et d'être aimé. Deuxièmement, qu'est-ce que je réclame ou aimerais réclamer, si vous avez un problème avec la parole, à l'autre? Évidemment, l'autre me blesse d'une certaine manière, donc j'ai des besoins. En exprimant mes besoins, je peux mieux identifier peut-être 2, 3 langages. Et dans la pratique, vous verrez si c'est plus l'un ou plus l'autre. Restez dans l'expérimentation, c'est quelque chose à faire avec ses amis, sa famille, son conjoint, etc. Ok? Et enfin, logiquement, qu'est-ce que je fais pour l'autre qui me met dans un sentiment d'amour, avec un A majuscule, celui où il n'y a pas d'attente, pas de complications, pas d'oppression, pas de projection, juste là je t'aime, ne me rends rien, juste je t'aime. Normalement, avec ces 3 questions, vous allez pouvoir croiser les langages pour identifier ceux qui sont majeurs à votre situation et votre éducation. Deuxième étape, l'appliquer. Bah oui, il y a un moment, on essaye de passer un petit peu dans le concret, mais l'appliquer où, quand, comment, pour soi. On commence, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la notion de relation de carence ou relation de partage. Si là, vous venez d'identifier vos langages, hop, on se la porte à soi, on se reconscientise un petit peu et on se dit, bah voilà, mes 2, 3 langages de l'amour prioritaires, je vais d'abord me les inculquer, d'abord les ancrer, d'abord les comprendre, les intégrer, les ressentir pour ensuite pouvoir les expliquer. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez ouvrir évidemment. Mais apportez-vous à vous-même en priorité les 2-3 langages que vous avez identifiés. La troisième étape, ça va être valoriser tout ça en le communiquant de manière consciente. Comme vous l'avez identifié, que vous l'avez appliqué, intégré, etc., vous allez pouvoir à un moment donné le partager avec les autres. Et ça, avec votre petite tête qui dit
Mon langage de l'amour, c'est ça, je vais le signifier à l'autre, je vais lui apporter ce geste, cette parole. Moi, je fais ça pour l'autre parce que ça me fait plaisir de donner. Dans l'amour, il n'y a pas de plus, de moins, de je vide ou je remplis. Ça, c'est typiquement un système de carence. L'amour, quand il est partagé, il est partagé. Il n'y a pas de moins ou de plus. Il y a simplement un état d'être que l'autre ressent aussi. Je pourrais presque résumer à « être dans l'amour permet à l'autre de s'ouvrir à l'amour ». À partir de cette étape-là, vous comprenez très bien qu'on commence à entrer dans le partage de ces clés du petit labyrinthe que j'évoquais au début, et du coup de l'apprentissage du labyrinthe de l'autre. Voilà comment mon langage fonctionne, et qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu ressens la même chose? Toi, ça réagit où dans le corps? Et ça te donne des migraines ou ça te fait papillonner le ventre? Bon, bah il y a quelque chose de plus intense que l'autre. Ok, c'est donc ton langage. Construisez ensemble votre langage, vos langages, apprenez de l'autre, pour que votre relation soit comprise par les deux de la même manière. Nous arrivons enfin au bout de cette vidéo qui est plus longue que d'habitude, mais en même temps, je parle pas d'amour tous les 4 matins, donc je trouvais ça très intéressant et très important de pouvoir rentrer dans les détails et de prendre le temps d'expliquer ce que j'ai pu conclure, apprendre, théoriser, conceptualiser, etc. autour de ces langages de l'amour qui, perso, m'inspire beaucoup. Je vous invite, si vous êtes restés jusque-là les plus fidèles, à me laisser en commentaire vos langages de l'amour prioritaires. Ça pourrait justement, entre vous, créer une forme de dynamisme et voir qui parle le même langue que vous. Ça peut être rigolo. Je vous remercie, je vous attends pour le live avec une petite surprise. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.